En Côte d'Ivoire, on a une situation, disons, explosive. Une manifestation qui avait été interdite a mis le feu aux poudres. D'un côté, le gouvernement qui parle d'une tentative de déstabilisation terroriste, de l'autre, l'opposition qui crie à la répression politique. On a donc deux versions totalement opposées, deux réalités qui s'affrontent. Alors que se passe-t-il vraiment à Abidjan? On va décortiquer ça ensemble. Voilà, la question centrale, elle est là. Est-ce qu'on parle d'une protestation légitime de citoyens ou bien d'un complot bien organisé pour semer le chaos dans le pays? Entre ces deux histoires, il y a un fossé qui semble impossible à combler. Et attention, cette bataille de récits, c'est pas juste des mots en l'air. Les conséquences sont très concrètes et même massives. Le chiffre est tombé, environ 700 personnes ont été interpellées. 700. Ça donne une idée de l'ampleur de la réponse des autorités. Allez, commençons par la première version, celle des autorités. Pour le procureur de la République, on n'est pas du tout dans le cadre d'une simple manifestation. Pour lui, il s'agit d'actes de terrorisme. Voyons un peu sur quoi il se base pour une accusation aussi grave. Les mots du procureur sont très forts, très clairs. Ce n'est pas une simple marche, non, ce sont des actes de terrorisme. En disant ça, il écarte d'un revers de main toute idée de protestation légitime. Il pose un cadre, celui d'un complot organisé. Ok, mais alors, sur quoi ça repose, concrètement, une accusation pareille? Eh bien, l'élément central, la preuve clé, selon le procureur, elle se trouverait dans les téléphones portables qui ont été saisis. Il affirme avoir trouvé des messages qui détaillent un plan d'attaque très précis, un plan qui aurait été écrit par un ex-militaire. Et ce plan, d'après les extraits lus par le procureur, il serait carrément méthodique, une stratégie en 3 étapes. D'abord, paralyser complètement la ville, ensuite créer un tel chaos que les ambassades étrangères seraient obligées de fermer, et enfin, l'objectif final, gagner le combat en une seule semaine. Et le plan présumé ne s'arrêtait pas là, loin de là. Les messages appelleraient à des actions de violence très ciblées, casser les caméras de surveillance, brûler les voitures de police, s'attaquer aux magasins, aux supermarchés, aux préfectures, et même mettre le feu au carrefour pour bloquer tous les quartiers. Et pour conclure sa prise de parole, le procureur s'adresse directement à la jeunesse. Il la présente un peu comme des pions manipulés. Il leur lance cet avertissement. Ne brisez pas votre avenir pour des politiciens qui, eux, restent bien à l'abri, cachés dans l'ombre. Bon, si on fait une petite analyse de cette première séquence, la narration officielle est limpide. On nous dépeint un complot violent, organisé, imminent. Le mot terrorisme n'est évidemment pas choisi au hasard. Il permet de légitimer une réponse très ferme de l'État. Ce n'est plus de la répression politique, c'est de la défense nationale. Ça, c'est pour la version officielle. Maintenant, en face, comment on réagit? Eh bien, la réponse de l'opposition n'a pas tardé et elle est tout aussi radicale. La réplique est cash, sans détour. Tout ce que vient de dire le procureur, c'est du faux et archi-faux. Il n'y a pas de discussion, pas de nuance. C'est un rejet en bloc de la version officielle qui est qualifiée de pure invention. En fait, l'opposition déplace complètement le débat. Pour elle, le vrai problème, ce n'est pas ce qui est dit, mais qui le dit. Le procureur n'est pas perçu comme un magistrat indépendant, mais comme un valet de service, un simple instrument du pouvoir utilisé pour écraser toute contestation. Et pour appuyer cette idée, l'opposition dresse un portrait assez sévère du procureur. Il serait téléguidé directement par le pouvoir. Il devrait son poste au régime en place, ce qui le rendrait redevable. Et surtout, il pratiquerait une justice à 2 vitesses. Impitoyable avec l'opposition, mais complètement aveugle quand il s'agit des proches du pouvoir. Donc là, on assiste à un retournement complet du récit. On ne parle plus du tout de sécurité nationale, mais bien de répression politique. Les centaines d'arrestations ne seraient qu'une manœuvre d'intimidation pour étouffer toute forme de dissidence, surtout avec des échéances politiques importantes qui approchent. Au final, on en revient toujours au même point, l'épreuve. Et c'est justement là-dessus que le fossé entre les deux camps devient un véritable abîme. C'est parole contre parole, littéralement. D'un côté, le procureur qui jure que les messages sont authentiques, extraits des téléphones saisis. De l'autre, l'opposition qui affirme que ce sont des conversations WhatsApp fabriquées de toutes pièces, un montage grossier destiné à les piéger. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette affaire? Eh bien, on se retrouve avec 2 histoires qui ne peuvent pas coexister. 2 réalités parallèles qui s'affrontent sans aucun pont possible entre elles. Pour résumer, c'est assez simple. D'un côté, le gouvernement se présente en sauveur de la nation qui a déjoué une grave menace terroriste. Et de l'autre, l'opposition se voit comme la victime d'un régime autoritaire qui se sert de la justice comme d'une arme pour la faire taire. On le sent bien,
L'enjeu dépasse de loin le sort des 700 personnes arrêtées. Ce qui est en jeu ici, c'est la confiance même des citoyens dans leurs institutions et en particulier dans la justice. Et plus largement, c'est la définition même de ce qu'est une action politique légitime qui est remise en question. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question qui donne le vertige et qui va bien au-delà du cas de la Côte d'Ivoire. Quand la confiance est rompue, quand chaque parole officielle devient suspecte, comment fait-on pour distinguer la vérité de la propagande? Comment s'en former quand on a l'impression que tout est manipulation? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre temps.